À Bourges, le lycéen de 18 ans auteur de coups de couteau mortels sur Reda, un autre élève de son établissement, a été mis en examen pour homicide volontaire. Un deuxième adolescent a lui aussi été mis en examen pour complicité. Il est soupçonné d'avoir fourni l'arme du crime. Ce matin, plus de 200 lycéens du lycée Marguerite de Navarre de Bourges ont marché dans les rues de la ville en hommage à leurs camarades tués. Par solidarité et pour apporter leur soutien à la famille de Reda, des jeunes du lycée Alain Fournier se sont eux rassemblés à l'heure de la pause. Ils ont été rejoints par des lycéens d'autres établissements. On trouve que c'est quand même quelque chose de très grave qui vient de se passer et même si c'est pas forcément un camarade à nous, c'est quelque chose qui nous a tous touchés parce que ça peut arriver n'importe où. Une marche blanche plus officielle doit à nouveau avoir lieu demain avec en tête de cortège les élèves étudiants dans la même classe que Reda Belagdar. Le jeune homme aurait eu 18 ans samedi. Moins de 24 heures après sa déclaration télévisée, Nicolas Sarkozy a choisi la Haute-Savoie pour effectuer son premier déplacement en tant que candidat. C'est à Annecy qu'il s'est rendu. C'est aussi là qu'il fera ce soir son premier meeting. Avec un objectif, convaincre pour gagner. Parmi ceux qu'il va falloir persuader, Sébastien, sidérurgiste, ancien de Gandrange. Il faisait partie des 10 millions de téléspectateurs hier soir. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision? Depuis plusieurs semaines. C'est donc officiel, Nicolas Sarkozy brigue un deuxième mandat. Si dans son camp on se réjouit de cette annonce, pour d'autres, on la vit d'une toute autre manière. Sébastien, lui, travaille chez ArcelorMittal depuis 2004. Sidérurgiste sur le site de Florange, il est l'un des anciens de l'aciérie de Gandrange fermée en 2009. Et cette annonce de candidature lui réveille de mauvais souvenirs. Je suis écœuré parce que cette personne-là ne devrait même plus se présenter vu les bêtises qu'il a racontées jusqu'à présent, et les mensonges surtout. Parce que je me souviens quand il est venu nous voir à Gandrange, bon, sur le fait d'ArcelorMittal, il est un petit peu botté en touche, comme il a l'habitude de faire. Mais quand il est venu à Gandrange, 5 minutes après être descendu de l'estrade, il savait déjà qu'il avait raconté des conneries. Mais quelle est la base de tout? La base de tout, c'est que depuis 30 ou 40 ans, on a dévalorisé le travail. Et tout mon projet, c'est de remettre le travail au centre de tout. Et puis en fait, quand cette personne cautionne le chômage, vu qu'il cautionne lorsqu'on casse les outils industriels qu'on a en France. Donc déjà ça me choque. Il cautionne le chômage. Il est d'accord pour ça, vu que M. Mittal, on ne lui demande pas de compte. Moi, je ne trouve pas ça normal, quoi. Il nous a pris pour des chèvres et continue à nous prendre pour des chèvres. Et ça, je ne supporte pas. Les traces de la fermeture de son aciérie ont marqué définitivement Sébastien. Sébastien, un Français parmi d'autres, touché par la crise et qui regardait hier soir la déclaration de Nicolas Sarkozy. Christian Van Est sera-t-il candidat aux législatives en juin dans sa circonscription? C'est la question, car pour l'instant, l'investiture du député de la 10e circonscription du Nord est suspendue par l'UMP. En cause, ses propos diffusés en ligne sur la déportation d'homosexuels pendant la guerre, des déclarations qui font polémique. Ce matin à Tourcoing, personne dans l'entourage de Christian Van Est n'a souhaité commenter ses propos sur la déportation des homosexuels qui risquent de le priver de l'investiture UMP pour les prochaines législatives. Pour son adversaire socialiste, cette sanction serait méritée, car le député du Nord n'en est pas à son coup d'essai. En 2007, nous avons eu le même cas de figure quant à ses propos sur les homosexuels, sur les bienfaits de la colonisation. Donc, est-ce une stratégie de sa part? Je me pose la question. J'aurais aimé l'entendre sur le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'aurais aimé l'entendre sur des propositions quant en matière de logement, en matière d'emploi, ce que veulent entendre les habitants de notre 10e circonscription. Le MoDem local condamne lui aussi les propos de Christian Van Est. Il attend désormais que les menaces de sanctions de l'UMP soient suivies des faits. Je me souviens, il y a quelques années, les propos de M. Van Est avaient déjà été condamnés par certains responsables de l'UMP. Et ce que nous avions observé localement à Tourcoing, c'est qu'aucun candidat UMP n'avait été investi face à lui. Il y a la fameuse légende de la déportation des homosexuels. En dehors des 3 départements... Christian Van Est, 64 ans, est député de la 10e circonscription du Nord depuis 1993. Fer de lance de la droite populaire, l'aile droite du parti présidentiel, il se dit aujourd'hui victime du lobby homosexuel. À Poitiers, la cour d'appel a condamné José Bové et 7 faucheurs volontaires à des amendes pour le fauchage de 2 champs d'essai de maïs OGM de la firme Monsanto. Les faits remontent à 2008. Le député européen devra également rembourser la firme pour les dégâts occasionnés. La Chambre des appels correctionnels n'a pas confirmé la relaxe. Elle a condamné les 8 faucheurs volontaires à payer solidairement des préjudices moraux.
Un peu déçu de cette condamnation. On pensait qu'on ne serait pas requalifié sur les faits. Bon, la Cour en a décidé autrement. Bon, on va voir les décisions qu'on va prendre collectivement sur la suite judiciaire à donner. 132 000 € de préjudice à la firme américaine Monsanto et 35 000 à l'entreprise ID Maïs. Ce sont les sommes que devront payer les faucheurs. José Bové et François Dufour sont aussi condamnés à des jours amende, 200 jours pour l'un et 100 jours pour l'autre à 6 € par jour. Les faucheurs ont aussi écopé d'amende avec sursis. Je pense qu'il faut quand même que le travail des gens soit protégé. Je trouve quand même que c'est un peu normal que l'on défende les entreprises quand elles font leur travail. En février 2008, les parcelles OGM utilisées à des fins commerciales ont été interdites. Mais ce n'est que quelques mois plus tard, en octobre, que l'interdiction portait sur les essais cultivés pour la recherche. Et c'est entre ces deux décisions, en août 2008, que les faucheurs ont agi. Le tribunal a joué sur les dates pour requalifier. Je pense que la Cour avait parfaitement la possibilité de ne pas requalifier des faits, dans la mesure où on n'avait pas poursuivi ces personnes sur le bon fondement. La Cour pouvait le faire, elle ne l'a pas fait. Les faucheurs vont réfléchir avec leur avocat sur la suite à donner. Il ne leur reste plus que le pourvoi en cassation. À présent, cet exemple de lutte contre la délocalisation. À Vitry-le-François, une société de 18 salariés pensait quitter la Marne pour Aix-en-Provence ou la banlieue parisienne. Finalement, elle restera à Vitry. Elle vient de s'installer dans un hôtel d'entreprise financé par les collectivités locales. Depuis 15 jours, c'est à l'hôtel d'entreprise La Fabrique que fonctionne le centre de formation de Global Imaging Online, le numéro 1 de l'imagerie médicale. Tous les utilisateurs de logiciels de cette entreprise viennent s'y former. Salle de réunion, espace hotline. En tout, la ville de Vitry-le-François a aménagé un plateau de 350 mètres carrés pour que l'entreprise ne se délocalise pas vers la région parisienne. De toute façon, le personnel y était opposé. Je me suis installé il n'y a pas longtemps dans la région. Je viens de faire l'acquisition d'une maison, donc pour moi, c'était rester ici la priorité. Vous étiez prêt à perdre votre emploi ? Oui. Finalement, ce qui fait l'entreprise, ce sont les hommes et les femmes, et ça nous a donc amené à reconsidérer notre projet également. C'est avant tout l'envie des gens de rester sur place et la volonté des politiques de nous aider à le faire qui nous a amené à rester sur Vitry-le-François. Les politiques aujourd'hui se félicitent d'avoir contribué à maintenir 18 emplois dans ce bassin de population. En transformant une ancienne malterie en hôtel d'entreprise, ils avaient aussi la volonté de développer le tertiaire dans la ville la plus industrielle de la Marne. Les services qu'on peut apporter autour de ce centre, ça fait la différence. On était quand même en compétition, excusez-moi du peu, avec Aix-en-Provence et la région parisienne. Et finalement, l'entreprise reste ici et mieux, elle va se développer parce que son centre de formation va se développer à partir de Vitry-le-François. Les entreprises les plus performantes en région aujourd'hui, c'est celles qui combinent de la production et du service. Et tout cela, c'est à travers les nouvelles technologies que l'on peut le développer. Et une plateforme comme celle-ci est effectivement un lieu d'accueil privilégié pour des entreprises porteuses de nouvelles technologies. Des locaux spacieux et moins coûteux qu'en région parisienne ont sans doute facilité cette installation. Un atout que Vitry-le-François entend mettre en avant pour attirer les entreprises. Fini la mention mademoiselle dans les formulaires administratifs de Fontenay-sous-Bois. À la demande d'associations féministes, le maire a présenté un projet en ce sens au conseil municipal. La mention nom de jeune fille devrait être remplacée par celle de nom de naissance. Une mesure symbolique mais qui s'inscrit dans un plan local beaucoup plus vaste pour l'égalité femmes-hommes sur la ville. Un plan qui comprend aussi bien des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes ou pour favoriser le dépistage et la prise en charge des cancers féminins que des actions pour faire évoluer les mentalités. Quant au monde du travail, la mairie y voit l'occasion de montrer l'exemple en matière de parité. Elle était éventrée, quoi. C'était un carnage, quoi. Faut dire que les mecs qui ont fait ça, ils ont fait au plus vite, quoi. C'est la première fois. Moi, en 15 ans que je travaille ici, c'est la première fois. Il y a 10 jours à Agnières-sur-Seine, la tombe d'un toutou a bel et bien été profanée. L'objet du larcin, son collier en diamant. Tipsy était le caniche d'une riche héritière américaine. Il repose depuis 2003 dans le cimetière pour chiens. Valeur du collier, 12 000 €. C'est aujourd'hui que le professeur Israël Nizan a remis son rapport sur la contraception à la secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative, Jeannette Bougrab. Un rapport assorti de 18 propositions dont une mesure phare, la contraception gratuite et anonyme pour toutes les adolescentes mineures. Un combat que ce gynécologue mène depuis plusieurs années en Alsace.
Et vous, vous avez votre vie, vos amours, ce que vous faites de votre corps, ce que vous faites de votre affection, ne regarde que vous. Et vous n'avez pas de compte à rendre aux parents là-dessus. Si on vient te poser des questions, comment tu réagirais? Ça me regarde? Ouais, voilà, je dirais comme il a répondu avant. Donc ça me regarde, chacun sa vie privée. Nous, les humains. Toutefois, ce n'est pas simple d'assumer sereinement dès l'adolescence ce qui est du domaine de l'intime. C'est la principale raison de l'intervention du professeur Nizan, rappeler que les moyens de contraception existent pour vivre une vie sexuelle sans courir le risque de la maladie transmissible ou de la grossesse non souhaitée. L'IVG, ça fait mal. Pas là. Là. C'est pas une bonne solution. Je trouve que l'IVG peut laisser des séquelles psychiques, parfois définitives, et donc je préfère infiniment que l'IVG garde sa place de recours. Un recours ultime, conséquence souvent d'un manque d'information, d'une situation de non-dit avec le partenaire, d'un problème d'incommunicabilité avec les parents. L'équipe du professeur Nizan milite depuis des années pour proposer accueil, écoute, aide gratuite et anonyme dans les services hospitaliers, le planning familial ou via le site internet InfoAdo. Et la France, on leur dit. Je trouve que c'est bien, ça nous permet de poser nos questions qu'on ne peut pas forcément poser chez nous ou des choses comme ça. Ça m'a appris plein de choses que je ne savais pas au début. Et voilà. Avec les parents ou les amis, on ne pouvait pas trop en parler. Mais maintenant, c'est mieux. Les résultats obtenus en Alsace avec 50% d'IVG en moins chez les adolescents ont servi de base au rapport sur l'amélioration de la contraception chez les jeunes, rendu aujourd'hui avec une demande, la gratuité et l'anonymat pour les mineurs. Je rêve. Comme chaque année, ils sont des centaines à participer à cette course décalée. La 15e édition du 4L Trophy est partie aujourd'hui. En tout, 1350 équipages qui se sont lancés du Futuroscope, mais aussi de Saint-Jean-de-Luz. L'occasion pour faire les derniers réglages. La partie ne semble pas encore gagnée. Marrakech est encore loin pour ses étudiants. Au village départ de Saint-Jean-de-Luz, quelques 4L sont déjà entre les mains des mécanos. Il leur reste pourtant 6000 km à parcourir. Elle n'est pas arrivée à Marrakech, celle-là encore? Non, mais elle va y arriver. Ouais, ça y est, on a tout redressé. Voilà, maintenant elle va repartir, on a fait péter le moteur et voilà. On a freiné et ça a pas chiné sur la route. Du coup, on est rentré le cul d'une voiture. Et voilà, donc ça fait un crash. Durant 2 jours, sur les 2 villages départ de Saint-Jean-de-Luz et de Poitiers, 2700 étudiants s'astreignent au dernier contrôle administratif et technique. On contrôle le matériel sécurité, c'est les extincteurs qui soient encore valables. Les fusées détresse, qu'elles ne soient pas périmées, et on note tout et on marque les numéros dessus pour pas qu'ils se les échangent d'un véhicule à l'autre. Ils sont filous un peu? Ils sont en filou, ils essayent. Chaque année, c'est de mieux en mieux, les voitures sont de mieux préparées. Bon, quelques petits cafouillages, passeport périmé, il ne s'était pas rendu compte, perte de papier. Il y en a une hier qui a perdu ses clés, donc elle n'avait pas de double. Donc voilà, il faut changer le barillet, etc. Mais ça va le faire. Mais les petits soucis d'organisation ne sont rien pour tous ces étudiants qui n'ont qu'une idée en tête, vite prendre le départ du rallye après des mois de préparation. Apparemment c'est une expérience humaine vraiment forte, donc on l'a fait pour ça. Et à chaque fois qu'on avait une galère au cours de la préparation des 1 an, à chaque fois on se disait quand on sera dans la voiture, on appréciera bien et on y pensera et là ça fera du bien. Après Saint-Jean-de-Luz, le prochain rendez-vous est fixé à partir de demain au sud de l'Espagne, à Algeciras. La Grande Illusion fait peau neuve, une version complète et restaurée de ce chef-d'œuvre du cinéma est actuellement projetée au cinéma Colisée de Colmar. Le négatif original du film appartient à la Cinémathèque de Toulouse. Le film, lui, doit ressortir dans les salles de cinéma au printemps prochain. Censure à répétition, restaurations incomplètes, le chef-d'œuvre de Jean Renoir, tourné en partie à Colmar, est conservé depuis les années 70 par la Cinémathèque de Toulouse. Une bobine historique qui a transité par Berlin et Moscou, étonnant destin pour film culte. C'est un film essentiel de Jean Renoir, c'est le seul film sur lequel il a connu à la fois un succès critique et un succès public. Succès public, il ne s'est jamais démenti. À 75 ans, la Grande Illusion entre dans l'ère du numérique. La matrice originelle, pellicule nitrate, a passé plusieurs mois dans un laboratoire de Bologne, en Italie, pour une restauration de très haute qualité numérique.
On a enlevé toutes les petites rayures, on a stabilisé l'image où elle n'était pas stable, où il y avait des petites cassures, on les a réparées et tout ça. Donc ça a été un travail, surtout celui de nettoyage numérique de l'image, qui a pris beaucoup de mois. C'est cette nouvelle version qui sort sur les écrans en France en 2012. Depuis hier, le Colisée de Colmar diffuse La Grande Illusion restaurée en exclusivité dans le Grand Est. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.